Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du Tour de France et plus particulièrement des 3 premières étapes. Je pense que c'est un format qu'on va reconduire pendant tout le Tour de France. D'abord, on débriefera les étapes précédentes, donc de l'épisode d'avant. Cette fois-ci, il n'y en a pas puisque c'est le premier épisode. Et ensuite, on parlera des 3-4 prochaines étapes à suivre en regardant les profils et puis en essayant d'imaginer quelles seront les stratégies mises en place par les différentes équipes et quel scénario de course on peut attendre sur chacune de ces étapes. Donc voilà, je vous propose qu'on commence directement avec l'étape numéro 1. Étape numéro 1 donc, qui commence le début de ce Tour de France. Ça sera samedi à Barcelone et c'est un chrono par équipe. Donc voilà, c'est la grande nouveauté de ce Tour de France, un chrono par équipe qui débute et qui va donc sacrer son premier maillot jaune dans un exercice chronométré en équipe, mais avec un vainqueur individuel. C'est-à-dire que l'équipe va gagner, pardon, mais il suffit qu'un seul coureur passe la ligne d'arrivée pour valider le temps de l'équipe. En fait, c'est un peu ce qu'on a vu sur le Critérium du Dauphiné récemment et aussi sur le Paris-Nice ces dernières années. Et donc, on a un chrono de 19 km autour de Barcelone qui arrive à Montjuïc. Donc, on a une petite ascension d'abord de 900 mètres à 5%, et puis ensuite on redescend et on prend un autre versant. Je crois que le final de cette étape-ci, en réalité, c'est 700 mètres à 8% de moyenne. C'est un petit peu escarpé, c'est pas forcément très régulier, mais donc une petite cote de puncher pour finir. On va passer dans le centre de Barcelone, donc ça sera un circuit plutôt urbain. Attention à pas tomber là-dessus. On va passer notamment devant la Sagrada Familia. Il y aura un temps qui sera pris aussi devant la Casa Batlló. Bref, c'est super. C'est très joli Barcelone. Ça sera très sympa à suivre. Et ensuite, on arrive à Montjuïc pour le difficile. Et donc, ça veut dire qu'il y a 15 km de plat avant de commencer la première côte. On a une petite côte, on redescend, et ensuite il y a le punch final où là, le meilleur coureur de l'équipe va tout donner pour aller chercher la victoire d'étape et endosser le maillot jaune. Alors, les favorites en termes d'équipe sur ce première étape du Tour de France, bah, tout d'abord, on pense forcément à la Net Compagnie Ineos, qui a ramené encore une fois une très belle équipe, qui était pas loin de passer devant la Visma-Lease sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. D'ailleurs, le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, qui était plutôt une bonne répétition. C'était aussi un chrono par équipe, c'était des équipes qui étaient assez similaires, on va pas se mentir. Par contre, il y avait plus de dénivelé, il y avait du dénivelé dès le début, et la pente finale était plus compliquée. Le tout pour un total de 28 km. Donc là, on sera sur une distance plus courte et moins de difficultés. Donc je pense que les écarts seront encore plus resserrés. Et franchement, la Net Compagnie ça avait fini deuxième de ce contre-la-montre sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. C'était dû notamment au déraillage de Oscar Onley. Là, ils ont vraiment une très belle équipe sur ce Tour de France en chrono. Donc on a bien sûr pardon, Kevin Vauquelin qui, je pense, fera le final. On verra s'il sera accompagné aussi d'Egan Bernal et d'Arensman pour faire la montée finale. Mais sinon, on a d'énormes machines à rouler. Philippe Pogana, Tobias Foss, Josh Tarling. Rien que ça, ces trois-là. On a deux champions du monde de chrono. Tarling, pas loin de l'être. On a Kwiatkowski en plus qui est très solide. Dorian Godon. Dorian Godon, ça va très bien en contre-la-montre, surtout quand c'est court. Bref, donc on a trois grimpeurs, Arensman, Bernal, Vauquelin, plus une équipe de machines à rouler. Et dans ces grimpeurs, Vauquelin, ça va très bien contre-la-montre, et Arensman encore mieux. Donc franchement, Bernal est le moins bon rouleur. Il n'y a pas trop de maillons faibles dans cette équipe Ineos. Ils sont très bien coordonnés. C'est une de leurs grandes spécialités, donc je pense que ça sera difficile d'aller les déloger. Peut-être un final un peu trop faible. Enfin, je veux dire, Vauquelin, Arensman, Bernal, c'est bien, mais ça punch moins bien que dans certaines autres équipes. Par rapport à un Pogacar, par exemple, on risque de perdre un paquet de secondes sur la montée finale. Je dirais au moins 5. Et ça risquerait peut-être leur porter préjudice parce que mon prono, c'est que ça sera très très serré sur ce premier chrono et qu'on n'aura pas des écarts monstrueux. Donc la Net Compagnie Neo, ça sera bien évidemment à surveiller. La Visma Leasebike aussi, puisque c'est eux qui avaient remporté le chrono sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, avec une super équipe, beaucoup de gros rouleurs. Affini, Campenars, Bruno Armirail, Per Strand tout ça, ça va très vite sur le plat. Vingegaard, évidemment, très bon rouleur. Matteo Jorgensen, pas besoin d'en parler. Et ces deux coureurs qui seront à la fin pour faire les côtes aussi très vite. Par contre, on a Sepp Kuss et Davide Epiganzoli. C'est pas les meilleurs rouleurs. C'est qu'en plus, Affini a eu une chute récemment. Moi, je les mettrais peut-être quand même un petit peu derrière Ineos. Je pense que Vingegaard sera capable de reprendre du temps dans la dernière montée à un homme comme Kevin Vauquelin. Mais je mettrais quand même la Visma Leasebike très légèrement derrière. Sur le chrono par équipe du Dauphiné, il y avait aussi Wout van Aert, par exemple, même s'il avait lâché tôt. Là, on l'a plus. Et Kuss et Piganzoli, c'est pas les meilleurs rouleurs du monde. Donc je mettrais quand même léger avantage malgré tout pour la Net Compagnie Ineos. La UAE sera aussi très forte. Leur équipe est monstrueuse.
Politt, McNulty, Grossschartner, Vermersch, Tim Wellens, c'est que des très 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 gros rouleurs. Adam Yates, il sera là aussi, il est pas trop mauvais. Isaac Del Toro, ça roule bien et surtout ça a un bon punch. Et bien évidemment Pogacar qui roule extrêmement bien et qui lui sera le plus rapide dans l'ascension finale. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Très bonne équipe. Je la mettrais peut-être un peu en dessous de la Ineos, mais j'ai l'impression que Pogacar sera capable de reprendre 5 secondes dans le final. Donc il faudra que les rouleurs de la Ineos aient fait le taf avant les punchers dans la dernière montée pour rester devant. Dans les autres équipes qui vont concurrencer aussi celle-là, il y a bien évidemment la Red Bull Bora de Remco, parce que Remco c'est probablement le meilleur rouleur du monde avec Filippo Ganna. Il sera accompagné de mecs qui vont très vite aussi. Mattia Cataneo, ça roule très bien. Nico Dens aussi. Lipovic, c'est pas trop mauvais en contre-la-montre. Jan Tratnik, pareil. Et après, ça sera un peu plus léger. Jay Hindley, Tim Van Dijk, Maxime Van Gels. Donc même si on a Remco, même si je pense que Remco peut aller presque aussi vite que Pogacar dans la montée finale, je les vois quand même une dent en dessous, comme la Lidl Trek. Lidl Trek, on sait que c'est une équipe qui est vraiment rompue à cet exercice-là. Il y a du Derek G, du Mats Pedersen, du Quinn Simmons, Tom Skuns, Vacek, Verona, Skelmose et puis Juan Ayuso. C'est beaucoup de bons rouleurs. Juan Ayuso, ça sera lui le dernier puncher. Peut-être même qu'il sera accompagné de Skelmose. On verra comment ça va se goupiller. Vacek, très fort aussi également. Mais je les vois quand même un peu moins forts que la Ineos. Et peut-être pas non plus dans le match avec UAE. Donc peut-être au même rang que la Red Bull aura Hansgrohe. Et ensuite, dans les autres équipes, franchement, je pense qu'on sort un peu des favoris. Là, on n'aura pas trop d'autres équipes capables de jouer la victoire. Ce qui nous intéresse, c'est aussi les équipes des grands favoris au classement général. Le premier, pardon, c'est Paul Sexas. La Décathlon sera avec une équipe un peu remaniée par rapport au Tour Auvergne-Rhône-Alpes. On aura quand même du Kesbol, Dan Houle, Aurélien Paré-Peintre, Nicolas Prodhomme, Mathieu Riccitello, Tige Benoît, euh, Olaf Koy, je sais pas si je l'ai dit, et puis Paul Sexas. Bah moi je trouve que c'est un peu un ton en dessous de toutes les équipes qu'on a citées précédemment. Et moi je les vois perdre du temps sur ce contre-la-montre par équipe, même si je pense que Sexas va tout donner dans la boss finale. Je les vois bien perdre 20 secondes peut-être, 20-30 secondes. Sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ils n'avaient pas super bien géré avec Bisseguer qui était lâché assez tôt. Ils avaient fini à 45 secondes. Là, je pense que l'écart sera un peu moindre, donc je dirais, allez, 30 secondes de perdu pour Paul Sexas sur ce chrono-là. Il y a d'autres coureurs qui vont perdre beaucoup pour le classement général. Je pense que le duo Lenny Martinez, Antonio Tiberi sera pas dans une très bonne équipe de la Bahreïn en chrono par équipe, donc ils vont perdre du temps. Qui d'autre? Tobias Allan Johannessen avec la Uno X. On a des bons coureurs quand même. Thorstein Tren, Soren Warenskjold, Abrahamsen, Magnus Cort Nielsen, pardon. Je pense que ça peut limiter la casse. Je les mets à peu près dans les mêmes eaux que les Décathlon, voire mieux. Euh, la Movistar sera pas mauvaise non plus. Franchement, à suivre. Kenneth Brooks sera le leader, mais dedans, on a beaucoup de bons rouleurs, du Romo, du Castrillo, ce genre de gars. Ça va très vite. Nelson Oliveira. Mais ils vont perdre un peu de temps. Pinarello Q36.5 pour Tom Pidcock. Alors, je sais pas trop si Tom Pidcock va jouer le classement général. J'ai pas suivi. Là, il a peut-être un maillot à aller chercher, lui, quand même, avec l'étape 2 et 3. Donc, il faudra qu'il fasse un très très bon chrono. Et pour être honnête, je peux pas vous dire ce que ça vaut. Je les connais pas tous en termes de chrono. Tu as Sparen, Chris Harper, Quinton Hermans. Ça me semble moins bon que les autres équipes. J'ai peur qu'ils prennent un tir. Et pourtant, ça sera crucial pour Tom Pidcock d'être bien placé, parce qu'ensuite, il y aura des étapes très intéressantes pour lui. Il y a peut-être la possibilité d'aller chercher un maillot jaune. Donc, faudra se battre beaucoup pour cette équipe-là, mais j'ai peur qu'ils perdent pas mal de temps. Donc voilà, c'était pour les équipes des principaux favoris. Et donc, je disais, mais je pense que on fait tout un plat de ce chrono par équipe. Alors, ça fera peut-être un peu peur quand, après la première étape, Paul Sexas sera à 30 secondes peut-être d'un Pogacar. Ça fera quand même un écart non nul. Mais je pense que franchement, quand on voit ce qu'il y a en troisième semaine du Tour de France, c'est pas très grave. Franchement, de perdre 30 secondes sur ce chrono par équipe, même s'il n'est pas très bien préparé, au début, forcément, ça pèsera lourd dans les premiers classements des premiers jours, mais on verra qu'à la fin du tour, ça sera peanuts. Donc franchement, je m'en fais pas trop. Ils perdront un peu de temps, je pense, certains leaders, dont Paul Sexas. C'est pas très grave. Et mon petit prono quand même, allez, Ineos Grenadier, Net Compagnie Ineos, pardon, pour cette étape-ci. L'étape numéro 2, on part de Tarragona et on revient aussi à Barcelone avec un final très punchy qui sera super intéressant à suivre. Et surtout, on aura peut-être un changement de maillot jaune parce que on verra qui sera le maillot jaune après le chrono par équipe. Si c'est pas Pogacar, il va peut-être le rechercher ce jour-là. Étape plutôt plate sur son début, 160 km.
On a des cotes de deuxième et troisième catégorie où il y aura une grosse échappée pour aller chercher le premier maillot de meilleur grimpeur. Pardon. Donc ça sera intéressant à suivre pour les équipes un peu en dessous. Et ensuite, il y a un circuit autour de Montjuic. Et là, ça sera intéressant de voir ce qui va s'y passer. En termes de côte, on est sur 1,6 km à 9% pour le château de Montjuic. Donc c'est pas rien. On va le monter 3 fois. Et ensuite, en gros, quand on arrive au sommet du castel de Montjuic, on redescend un tout petit peu et on vient chercher une dernière pente qui est pas facile non plus. Et donc je pense que ça va se jouer là-dessus. Les derniers kilomètres, c'est 700 mètres à 7%. Et avant, le château de Montjuic, là, c'est 1,6 km à 9%. Et sachant que le sommet du château de Montjuic est à 2 km de l'arrivée, on a 1 km de descente et ensuite les 700 mètres à fond. Franchement, c'est très dur comme montée. Et je pense que les gros punchers vont vraiment s'y expliquer. Et on aura déjà une explication entre favoris. Je ne sais pas s'il y aura des gros écarts, peut-être pas. Mais là, il y a beaucoup de concurrents pour aller chercher une victoire d'étape. Surtout que vu que tout le monde sera assez proche avec le chrono par équipe, potentiellement, s'il y a des petits écarts, ou même juste avec le jeu des bonifs, il y a moyen d'aller chercher un maillot jaune. Et évidemment, là-dessus, on regarde Pogacar et Isaac Del Toro, mais surtout Pogacar, parce que Isaac Del Toro, s'il était seul dans son équipe, il aurait eu sa carte à jouer tous les jours sur cette course-là. Là maintenant, sur cette étape-ci, je pense que ça sera plutôt pour Pogacar, bien évidemment. C'est le grand favori, Pogacar, sur cette étape-ci. On verra dans quelle mesure Vingegaard est capable de le suivre, de limiter la casse. Mais sinon, bien évidemment que c'est une étape qui correspond à Remco Evenepoel. Et on verra s'il est capable d'aller rivaliser avec Pogacar là-dessus. Ça sera déjà un premier test. Moi, je l'attends beaucoup, Remco, sur cette étape-ci. Et vu qu'ils seront pas très loin, la Red Bull Bora au chrono par équipe, il y a peut-être moyen d'aller chercher un maillot là-dessus, hein. Donc Remco, ça sera très important. Bien évidemment, on pense à Paul Sexas. Je pense pas qu'il puisse gagner cette étape-ci. Néanmoins, ça sera vraiment important de voir ce qui va s'y passer. On sait que c'était le seul capable de résister à Pogacar dans la côte de la Redoute sur le Liège-Bastogne-Liège. Ça permettra de le placer ici par rapport à des Remco, à des Vingegaard qui sont à leur meilleur prime. Et puis aussi à un Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel qui est quand même un gros outsider pour cette étape-là. J'espère que ce sera pas trop dur pour lui. On l'enchaîne quand même à plusieurs reprises cette côte-là. Il va devoir démener sa grosse carcasse pour aller s'accrocher au grimpeur, au puncher. On verra ce qu'il est capable de faire. Mais franchement, ça sera un outsider, bien évidemment. Tom Pidcock, j'en parlais juste avant. C'est une étape qui lui convient très bien. C'est un des meilleurs punchers aussi du peloton. Reste à voir s'il sera pas trop loin en classement général déjà à cause du contre-la-montre par équipe parce que la Pinarello Q36.5, c'est pas la panacée non plus. Donc on verra ce qu'il est capable de jouer là-dessus. Et puis aussi, bah, côté français, il faut qu'on parle de Romain Grégoire, le nouveau champion de France. C'est un très bon puncher. On verra ce qu'il est capable de faire sur cette étape-ci. En puncher, on a aussi du Julien. Julien, j'y croyais s'il y avait un tour ou deux de moins. On sait qu'il est très fort sur du punch encore très limité. Enfin, comment dire, sur du punch assez court et avec pas trop de répétition d'efforts. Il a réussi à conserver sa giclette là-dessus. Par contre, dès qu'il y a une répétition d'efforts, il est vraiment en sueur. Là, j'ai peur que les tours d'avant éliminent Julien Alaphilippe et qu'il soit pas dans la bataille pour aller chercher la victoire d'étape. Mais sinon, Romain Grégoire, c'est évidemment une très très belle carte pour les Français, tout comme Paul Sexas, et pourquoi pas Lenny Martinez. Donc ça sera intéressant à suivre. Du côté de la Net Company Ineos, bah, Kevin Vauquelin, il sera peut-être en jaune. S'ils ont remporté ce chrono, la Ineos, c'est pas impossible. Il faudra peut-être défendre un maillot. Kevin Vauquelin, c'est une étape qui peut très bien lui convenir sur le papier. Donc ça sera super intéressant à suivre. Et après, on a d'autres coureurs que j'ai pas cités, mais du Vacek ou du Skelmose, ça peut être aussi leur carte, même peut-être plus au Vacek. Je pense pas qu'Ayuso soit capable de s'imposer au punch. Mais pourquoi pas un Ben Illy? Ben Illy, on sait qu'il aime bien les étapes punchy. Là, c'est peut-être trop explosif pour lui. Pas sûr qu'il soit capable de suivre, mais en tout cas, c'est une étape qui est vraiment indécise, avec une belle bataille pour la victoire d'étape, et potentiellement un maillot jaune qui change d'épaule. Donc ce sera très cool à suivre. Et puis on aura déjà un premier aperçu de la forme des différents favoris sur du punch. Donc c'est pas impossible que Pogacar écrase la course et prenne le jaune à ce moment-là, s'il l'a pas pris la veille, parce que c'est aussi possible que Pogacar soit en jaune dès le jour 1, hein, bien entendu. Là, franchement, c'est le grand favori pour cette deuxième étape, Pogacar. Donc je le vois quand même, allez, petit prono, je le vois quand même en jaune au soir de la deuxième étape. Peut-être qu'il sera déjà la première, mais là, je pense au soir de la deuxième. Il va faire des écarts avec ceux qui auront gagné le chrono. Peut-être qu'il larguera tous les Ineos, par exemple, si c'est eux qui gagnent. Et même juste au jeu des bonifs, je serais pas étonné que UAE soit déjà en jaune après l'étape 1, et s'ils le sont pas, ils seront vraiment pas très loin du maillot jaune. Et je pense qu'il y a moyen d'aller le chercher avec les bonifs sur cette étape-ci.
Donc voilà, étape très intéressante à suivre qui arrive à Barcelone. Et ensuite, étape 3, difficile à lire, étape qui va de Granollers en Espagne et qui arrive aux Angles. Donc on passe en France, ça y est, après le grand départ en Catalogne. Et c'est une étape compliquée parce que c'est l'étape 3, donc c'est lundi. Elle fait 3900 mètres de dénivelé positif. Donc c'est quand même une vraie étape de montagne. On regarde le profil, on a l'impression que c'est un peu vallonné, pas plus que ça. On passe au milieu de l'étape par le col de Colada de Toses. Je le dis probablement mal, je m'en excuse. C'est 9 km à 6%, mais les 4 derniers kilomètres sont à 9% de moyenne. Donc c'est un col difficile. Ensuite, on redescend, un petit peu de vallée, et on enchaîne avec le final. Donc enchaînement col du Calvaire. C'est en troisième catégorie, c'est pas très compliqué. 11 km à 4%. Ensuite, ça redescend. Une petite bosse, 2 km à 4%. Ça redescend. Et ensuite, pour arriver aux angles, la montée finale, c'est 1,7 km à 6,7% de moyenne. Donc c'est dur, c'est pas inhumain. La vraie difficulté, c'est peut-être en fait le final du Colada de Toses, qui lui se situe, dont le sommet pardon, est situé à quasiment 70 km de l'arrivée. Donc en vrai, le dénivelé positif est important. Donc je pense que par exemple, ça met déjà hors course peut-être un Van Der Poel, cette étape-là, même si je pense qu'il essaiera de s'accrocher. C'est plus pour des punchers grimpeurs, et il faudra quand même bien grimper parce qu'il y aura beaucoup de dénivelé positif. Mais après, l'arrivée est pas forcément si dure. Donc si on a un gros gabarit qui arrive à rester dans la course après le col, il y a moyen qu'il aille chercher la victoire d'étape au sprint face à des Pogacar et autres. Bien évidemment, Pogacar encore favori numéro un pour cette étape-ci. Isaac Del Toro dans le même panier, un peu moins fort que Pogacar, mais ce sera évidemment deux coureurs qu'il faudra suivre absolument sur cette étape-là. Si ça arrive au sprint punch, bah, un Remco, évidemment, qui sera à suivre. On sait qu'il a une bonne pointe de vitesse. Après, là, il a peut-être un peu retravaillé depuis sa campagne de classique où il était vraiment très musclé. On verra comment ça va se passer. Paul Sexas, évidemment, à suivre. Mais moi, je pense qu'un gars comme Vacek, par exemple, s'il est capable d'arriver avec les meilleurs, il faudra faire attention à lui. C'est peut-être un peu trop dur. C'est pour ça que je disais, si un gros gabarit qui arrive à passer, on verra. Mais Vacek, Van Der Poel, c'est un peu le même combat, même si je vois Vacek peut-être mieux passer les bosses que Van Der Poel. Au contraire, on peut écarter directement, je pense, un Vingegaard. Il a peut-être pas assez de punch pour aller s'imposer là-dessus, mais il perdra pas de temps, ça c'est certain. On voit pas Lenny Martinez, un côté français, qui peut aussi bien gérer là-dessus. Mais se pose aussi la question de Kevin Vauquelin. Moi, je pense qu'il est peut-être capable de passer avec les meilleurs. Et franchement, la dernière montée, elle convient plutôt bien à son profil. Donc on verra ce qu'il est capable de faire, Kevin, sur ce sprint-là. Un beau résultat. Et peut-être même défendre son maillot jaune. Et sinon, bien évidemment, encore Tom Pidcock, hein. Franchement, Pidcock, encore une étape qui lui convient bien. Et encore une occasion pour lui d'aller chercher une victoire d'étape. Et peut-être même d'aller se rapprocher du maillot jaune. Et sinon, côté français, bah, Paul Sexas, c'est une carte. Romain Grégoire en a une autre. On verra si Romain est capable de passer sur cette étape-là. C'est quand même très montagneux. Moi, j'ai peur qu'il se casse un peu les dents sur les difficultés précédentes. On verra. Après, il y a quand même un élément important, c'est est-ce qu'il y aura une échappée ou pas? Alors, c'est certain qu'il y aura une échappée. Est-ce qu'on la laissera aller au bout? Je sais pas trop. C'est le tout début de tour. Tout le monde veut encore gagner. Il y a pas d'équipes qui sont en mode c'est bon, j'ai tout gagné, je laisse partir les échappés. Ça dépendra du maillot jaune, parce que le maillot jaune voudra le conserver. Après, si dans l'échappée, il y a que des mecs loin, le rôle du maillot jaune, ça peut être aussi de dire je laisse les bonifs devant, comme ça, moi, je risque pas de perdre au bonif mon maillot jaune là-dessus. Je pense quand même qu'il y a de fortes chances que ce soit la UAE qui soit en jaune au soir de la deuxième étape. Est-ce qu'ils vont laisser partir? On verra. Ils peuvent vouloir se débarrasser d'un maillot jaune aussi à ce moment-là, hein, c'est possible. Ou alors ils veulent le conserver sur les 21 étapes et donc là ils roulent, parce que c'est eux les favoris pour l'étape sinon. On verra s'ils ont envie de la prendre ou pas. Je pense que c'est eux qui seront quand même un acteur majeur de la décision là-dessus. Et s'ils ont envie de laisser partir l'étape, ou si une autre équipe a le maillot jaune et veut laisser partir l'étape, bah là on verra qui sont les gars qui sont un peu loin en général, qui ont leur carte, et peut-être une étape d'échappée. Mais franchement, j'ai peur qu'on assiste encore à une razzia UAE sur cette étape-ci, qui est le maillot jaune et qui en plus aille chercher une nouvelle victoire là-dessus avec Pogacar et pourquoi pas avec Isaac Del Toro. Et donc voilà, trois étapes vraiment très disputées. Et vous le voyez, c'est des étapes compliquées hein, à chaque fois. Et donc je pense qu'au soir de cette troisième étape, on aura déjà un classement général assez, comment dire, dépoussiéré. On n'aura plus trop de coureurs intermédiaires parce qu'ils auront lâché soit dans l'étape des angles, soit dans l'étape qui arrive à Barcelone où c'est très punchy. Donc un classement général déjà de puncher grimpeur qui sera plutôt bien dessiné après cette étape numéro 3.
et c'est pas vraiment la part belle pour les sprinters, ça c'est certain. Et on verra si les échappés sont capables de gagner aux angles. Je pense que c'est une possibilité, mais il faudra l'aval de la UAE, a priori là-dessus. Je pense que pour l'étape de Barcelone, par contre, c'est certain que les échappés n'ont aucune chance. À noter que du coup, pour le maillot du meilleur grimpeur, il y aura l'étape de Barcelone qui est intéressante parce qu'il y a un deuxième catégorie, puis des troisièmes catégories qui enchaînent sur le château de Montjuic. Là, l'étape des angles, il y a un première catégorie quand même. Ça sera beaucoup de points à aller chercher. Et ça sera déjà intéressant de voir la bagarre là-dessus. On verra qui se positionne dessus. Je suis pas certain qu'un Carapaz ou un Martinez puisse déjà aller dans les échappées là. Mais je vois bien un gars genre Clément Bras, Afonso, ce genre de gars, qui sont pas des menaces pour des classements généraux, qu'on peut laisser partir même dès l'étape 3. Déjà aller un peu se battre pour aller chercher un meilleur de meilleur grimpeur. On verra comment ça va se dérouler. Mais 3 étapes vraiment très punchy. Donc moi j'ai hâte, ça sera très sympa à suivre. J'espère que le Tour de France ne sera pas trop plié après ces 3 étapes-là. Bon, ça c'est à peu près certain de toute façon. Je pense que les écarts pardon, qui seront faits après ces 3 étapes-là seront ridicules par rapport aux écarts qui seront faits dans les étapes du plateau de Solaison, du Markstein ou encore de l'Alpe d'Huez. Donc ça franchement, ça sera pas rédhibitoire d'avoir perdu un peu de temps sur ces 3 premières étapes. J'ai un petit peu peur d'une radia UAE, je vais pas vous mentir. Donc voilà. Et puis on verra bien évidemment côté français où est Paul Sexas au classement général après ces 3 premières étapes. Mais elles lui conviennent bien, donc moi je pense qu'il perdra un peu de temps sur le chrono par équipe. Et il y a moyen de se repositionner un peu avec les 2 étapes suivantes. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Profitez bien de ces premières étapes et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Donc a priori, débrief de ces 3 étapes dont on vient de discuter. Et puis on parlera des 3-4 étapes suivantes. Salut!